Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV, le mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode mission orientation. C'est parti pour le sommaire et gros plan cette semaine sur le métier d'auteur, illustrateur jeunesse. Qu'est-ce que c'est? La réponse dans un instant. Irina Capron à Sorsaloup. Quel chemin, quel cursus pour devenir auteur ou illustrateur jeunesse? Y a-t-il une voie royale? Quelle formation faut-il suivre? La réponse sera bien évidemment dans un instant la passion de l'écriture et de celle du dessin, deux métiers complémentaires, vous le verrez, et à chaque fois la créativité en action. Comment naissent ces histoires et tous ces univers pour enfants? Nous demanderons bien sûr la recette à nos invités. On est en Skype avec Laura P. Sikorski. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes autrice administratrice de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, administratrice de l'association d'Ibeka. Merci d'être avec nous. En plateau avec HF Diané, Hassan Fodé, Diané Lukaku. Diané. Votre troisième prénom, c'est plus simple, auteur et illustrateur jeunesse. Les Florafé, vous êtes autodidacte, vous nous raconterez votre fabuleuse histoire dans un instant en plateau, comme chaque semaine. Samantha. Bonjour Patrice. La brillante, Samantha Brillant, coach en orientation chez Potentiel Jeune. Et la non moins brillante, l'étincelante. Je vous ai mis la pression. Irina Capron, la loupe, c'est parti. Bonjour Patrice. Salut. Ça va? Mettre un t-shirt qui brille, ça va être encore mieux. J'ai mis avec une illustration un peu... voilà. C'est bien, vous êtes dans le thème. Toujours dans le thème. Irina, on peut le dire, le marché français du livre est porté par ce secteur jeunesse? Effectivement. Alors, pour rappel, le secteur jeunesse cible les tout-petits jusqu'aux adolescents avec des romans, des ouvrages d'éveil, de coloriage, des livres CD ou encore d'autres albums. Et il s'agit du deuxième secteur le plus important de l'édition française. Alors, selon les chiffres dévoilés par GfK, donc, qui est un outil de connaissance du marché du livre, la tendance a été plutôt positive pour les livres jeunesse en 2021. Les ventes ont atteint plus de 74 millions d'exemplaires et ont généré un chiffre d'affaires de plus de 654 millions d'euros. Le panorama pour les chiffres concernant le métier, c'est quoi un illustrateur ou illustratrice jeunesse? Alors tout d'abord, un auteur jeunesse, c'est celui ou celle qui va écrire des livres pour enfants. Et ensuite, un illustrateur jeunesse, eh bien, lui va mettre en image les histoires racontées par les auteurs. Alors l'illustrateur peut être amené à travailler uniquement sur la couverture d'un roman pour enfants. Il peut également illustrer tout un ouvrage ou une bande dessinée pour enfants, mais aussi un article de presse ou une affiche. Il va créer un univers graphique tout en utilisant diverses techniques comme l'aquarelle, le dessin, le collage ou encore à l'aide de logiciels spécialisés. Quelles sont les qualités pour devenir auteur et illustrateur jeunesse? Alors pour devenir auteur jeunesse, il faut tout d'abord aimer écrire et aimer écrire pour les enfants. Il faut avoir un intérêt pour la littérature jeunesse et surtout il faut penser comme un auteur jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se mettre à la place d'un enfant ou alors de réveiller l'enfant qui sommeille en vous. Et pour les qualités pour être un illustrateur jeunesse, il faut avoir du talent en dessin, avoir son propre style et sa personnalité, être créatif, mais savoir se vendre, se mettre en avant et également savoir s'adapter. Auteur, illustrateur, c'est donc deux métiers en un? Effectivement. On travaille en collaboration? En collaboration. Alors, même si l'illustrateur et les auteurs peuvent peaufiner leurs projets de chez eux, ils travaillent souvent en équipe. L'illustrateur jeunesse collabore tout d'abord avec l'auteur jeunesse qui lui remet un script, donc une histoire avec laquelle il échange sur les illustrations. Et l'illustrateur jeunesse est également en relation avec l'éditeur qui lui relaie les contraintes de format, de code couleur, de typographie ou encore des délais de livraison à respecter. Et en termes de formation, ça dit quoi? Alors, les auteurs et illustrateurs sont souvent autodidactes, mais il existe plusieurs formations spécialisées en graphisme. Alors, dès la seconde, les élèves peuvent s'orienter vers un bac technologique STD2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués. L'illustrateur doit maîtriser les dessins au crayon, mais aussi ceux réalisés avec les logiciels, donc il doit maîtriser le print et le digital. Donc, il y a plusieurs formations dans des écoles privées, mais aussi publiques, allant du cursus Bac+2 au Bac+5. Par exemple, il y a le diplôme national d'art, option communication, art et design, le diplôme d'école spécialisée à dessinateur, concepteur de bande dessinée et d'illustration, ou encore le diplôme supérieur d'art appliqué, option graphique. Merci Irina, l'expression orale. L'expression orale de ce Max sur School TV avec Samantha Brillant, avec Diané, avec Laura P. Sikorski. Laura, première question, vous êtes autrice et administratrice de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. C'est quoi cette charte?
Alors, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, c'est une association qui réunit justement des auteurs et illustrateurs jeunesse de toute la France et qui vise en fait à promouvoir ce statut d'auteur, ce métier et donner les ficelles pour s'en sortir aussi effectivement dans tout ce qui est juridique, social pour les auteurs. Est-ce qu'on arrive dans ce métier un petit peu par hasard? Je pense qu'on peut encore arriver dans ce métier par hasard. En France, il y a assez peu de formations pour devenir vraiment écrivain. Ça commence depuis quelques années à se développer. Mais ouais, moi, pour ma part, en tout cas, j'y suis arrivée un peu par hasard. Vous avez su quand que vous souhaitiez devenir autrice? Moi, j'ai toujours écrit. Quand j'étais jeune, j'écrivais déjà chez moi. Après, de là à penser que ça pouvait être un métier, je pensais pas trop que c'était possible. Hein. J'ai jamais eu d'assistant d'éducation ou de quelqu'un qui est venu pour l'orientation me dire que c'était possible de faire effectivement ce métier. Et c'est justement en rencontrant la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse que j'ai su qu'effectivement écrire c'était un métier et que j'ai voulu me professionnaliser dans cette voie. Diane est auteur, illustrateur, éditeur même, vous nous expliquerez tout ça, mais vous, votre première passion, c'est l'écriture? L'écriture, oui. Et ma passion pour l'écriture est née à la fin des années 90 à Brazzaville. Je suis né au Congo-Brazzaville, j'y ai grandi. Et c'est au cours de l'année 98 qu'est née cette passion-là. Vous avez dû fuir la guerre au Congo-Brazzaville, justement, et vous êtes, on peut le dire, réfugié en quelque sorte quand vous êtes arrivé en France dans l'écriture? Oui, l'écriture a été pour moi un refuge parce que pendant la guerre, on a dû être amené à abandonner la maison et j'écrivais tous les soirs. Tous les soirs, je consignais mes journées dans un journal et c'est comme ça que c'est devenu un rituel pour moi et très vite, c'est devenu plus qu'un rituel puisqu'en arrivant en France, je me suis mis à écrire parce que c'était pour moi un échappatoire suite au choc culturel auquel j'étais confronté. Et le dessin, ça vient comment? Parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages, en gros, avec des illustrateurs, des dessinateurs qui disaient qu'en gros, ils s'ennuyaient en cours. C'était votre cas ou Non, pas? pas vraiment. Ah, vous ne m'avez pas vu venir, hein? Alors oui, je m'ennuyais en cours, mais j'en suis venu à l'illustration vers 2013-2014 parce que j'avais du mal à faire éditer mes livres. Donc je sollicitais un grand nombre d'éditeurs et tous refusaient. Et donc j'ai voulu passer par un illustrateur pro, mais les tarifs étaient très onéreux. On me demandait 700 € par livre. Wow. J'étais étudiant, 700 €, c'était un budget pour vivre pendant 2 mois. Donc je me suis dit, tu vas apprendre à dessiner. Donc tous les soirs, inlassablement, je répétais les mêmes dessins encore et encore. Et pendant 2 ans et demi, on apprend à dessiner comment? En s'entraînant, tout simplement. Moi, j'ai appris sur le tas, en dessinant un bonhomme, et après... À l'époque, vous n'étiez pas sur YouTube à regarder des tutos, là? Ah non, pas du tout. Je tapais, par exemple, sur Google « bonhomme qui court » et je répétais le même dessin. Encore et encore, tous les soirs. Oui, Diane, vous disiez que vous avez commencé par écrire tous les jours. Est-ce que vous écriviez votre journée? C'était plutôt au départ sur format un journal intime ou c'était déjà des petites histoires que vous racontiez? Alors au début, en 1998, c'était un journal intime. Je racontais mes journées en tant qu'enfant confronté à la guerre. Par exemple, le chemin qu'on avait parcouru, les affrontements, mes sentiments aussi, parce que à ce moment-là, c'était la peur, c'était beaucoup d'appréhension. On ne savait pas si on allait survivre le lendemain. Et puis, par la suite, c'est devenu de la fiction. Alors, au début, c'était très personnel. Parce que ça aussi, c'est une qualité. C'est pas évident. Tout le monde n'arrive pas à inventer des histoires. Tout à fait. Des pages que vous avez égarées, d'ailleurs? Et malheureusement, oui. Entre le départ du Congo et l'arrivée en France, j'ai égaré ce carnet qui était très précieux pour moi. Et je pense que quelque part, ça m'a poussé à ne pas développer ce projet-là, à l'abandonner, à passer carrément à autre chose. Et là, maintenant, je suis en train d'écrire un roman sur cette histoire-là, donc sur mon départ précipité du Congo, mon arrivée en France et ensuite ma vocation d'être écrivain, le lancement de mes projets Les Florafés. Et j'ai commencé l'écriture de ce roman-là en 2021. Laura, vous êtes notamment l'autrice de Tête de Mule, j'espère ne pas le déformer. Tête de Mule veut devenir chevalière, c'est bien ça? C'est ça, oui. Comment se passe le processus de création pour vos différents ouvrages? C'est d'abord un travail assez solitaire. On est chez soi, devant son ordinateur, j'écris mon texte. Et après, il va falloir ce qu'on appelle le soumettre à des maisons d'édition, donc l'envoyer soit par mail, soit par courrier à des maisons d'édition et attendre effectivement qu'un éditeur se positionne pour le publier. Travailler en solo, c'est un choix, vous préférez? J'ai vu qu'il y a aussi des auteurs et des autrices qui maintenant aiment se mettre en groupe pour qu'il y ait une certaine émulation. Vous préférez vous concentrer, rester dans votre bulle?
Alors c'est oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des moments quand on est plongé dans l'écriture, effectivement, je préfère être toute seule, mais j'ai aussi, je fais aussi partie de groupes d'écriture. Bon, ça se passe surtout en ligne, mais on échange quotidiennement, effectivement, sur notre pratique, on se lit et se relit les uns les autres, et c'est très bénéfique. L'inspiration, elle vient comment? Vous la puisez où? Je la puise un peu partout. C'est vrai que j'aime bien observer les gens, les choses. Et ouais, ça vient de effectivement tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Et après, je fais ma petite tambouille, je fais mon petit mélange. Et puis, je sais pas trop ce qui se passe là-haut, mais ça fuse. Question d'Irina Capron. Oui, Laura, faut-il forcément être parent pour pouvoir écrire ou illustrer des livres jeunesse? Alors, moi, je vais vous dire que je ne suis pas maman. Pas maman du tout. Et du coup, je vous dirais que non, il faut pas forcément... être parent, je pense que ça peut peut-être effectivement aider sur certaines choses, mais simplement avoir été enfant soi-même et s'en souvenir, je pense que c'est déjà un bon point de départ. Vous me faites comprendre que vous êtes encore une enfant. On a compris, il n'y a pas de souci. Diane, comment sont nés les fleurs à fée? Dododendron. Alors, c'est pas vous, mais je vous ai repéré. Je balancerai tout à l'heure. Alors, les fleurs à fée sont nées en 2007 à Orléans, parce que je vivais à Orléans à ce moment-là. Et j'ai toujours aimé écrire, et j'aimais beaucoup les plantes au Congo. Déjà, j'aimais énormément les plantes. Je rêvais d'être botaniste. Et donc, en 2007, j'étais en terminale au lycée. On étudiait beaucoup les contes de Perrault. Et j'adorais les contes, j'adorais le format de niveau de lecture. Et j'écrivais donc mes premiers contes de fées. Et je me suis dit qu'il serait intéressant d'allier des plantes à ces petites fées-là pour leur donner un peu plus de caractère et surtout pour me démarquer de la concurrence. Et c'est comme ça que s'en est les fleurs à fées. Comment vous pourriez justement décrire cet univers avec ces petites créatures, ces fleurs et ces pouvoirs magiques? Alors les fleurs à fées sont de petites créatures des fleurs et chaque personnage a donc un nom de plante qui laisse deviner un trait de caractère. Par exemple, Bavardalia et Liodalia, elle est très bavarde. Bavardalia est sur ce plateau. C'est laquelle? Voilà, je ne dirais pas qui, mais voilà, voilà. Bah écoutez, je n'ai rien dit pourtant. Hein. Ça aurait pu être Samantha, mais voilà. Il y a un petit ranchant, par exemple, qui est un petit garçon très grognon. C'est vous? Inspiré de moi quand j'étais enfant. Vous avez bien changé, je ne vous sens pas grognon. Hein. Ah oui, je suis beaucoup plus souriant. C'est plutôt moi, ça. Il y a Abradacactus, le magicien étourdi. Il y a Gloutandor, qui est très gourmand, qui est lié au bouton d'or. Et après, il y a des personnages un peu plus insolites, qui sont liés à des plantes un peu plus insolites, comme Diffie, par exemple, qui est liée à la Diffileia, une plante qui n'est pas du tout connue en France. Une plante c'est dans quoi, les cette fleurs. plante? Alors, c'est une plante qu'on trouve dans le nord de la Chine, au Japon et dans les Appalaches aux États-Unis. C'est une plante dont les fleurs deviennent transparentes sous la pluie. C'est un phénomène absolument spectaculaire. Sinon, il y a Mimosage aussi, qui est lié au mimosa. C'est celle-ci. Voilà. C'est une petite fille qui est liée au Mimosa pudica. Voilà, comme ça. Qui est liée au Mimosa pudica. Et le Mimosa pudica, c'est cette plante dont les fleurs, les feuilles se replient quand on les caresse. Voilà, mais alors, ce sont les illustrations qui vous viennent en premier ou alors les idées d'écriture? C'est d'abord les idées d'écriture. Généralement, c'est en 3 temps. J'écris un brouillon, et ensuite j'illustre, puis je reviens au texte et je le peaufine. Voilà. Vous êtes appuyé sur Madame Monsieur? Pardon? Quelle était l'importance de ce format, Madame Monsieur? Alors, je me suis beaucoup On a inspiré... rapidement identifié, effectivement, Samantha, la spécialiste de Madame Monsieur. Oui, on reconnaît un petit peu sur des thématiques qui touchent les enfants. Oui. J'imagine, ça où ils peuvent se reconnaître. Bien sûr, oui, les enfants peuvent s'identifier à ces petits héros-là. Il y a plusieurs traits de caractère, il y a des émotions, il y a des thèmes, des valeurs. Et je me suis inspiré de la charte graphique des Monsieur Madame, parce que c'est un format qui est très pratique. Oui, c'est Monsieur Madame, je dis Madame Monsieur. Monsieur Madame. Pardon. C'est un petit format qui est très pratique. Les enfants peuvent les feuilleter eux-mêmes, ils peuvent les lire, et c'est un format qui est court, idéal avant d'aller au lit. Quelle est l'importance de la morale, Laura, justement, dans vos histoires? J'aime pas trop spécialement prêcher des morales. J'essaye plutôt de faire effectivement des histoires qui donnent à réfléchir, mais sans donner peut-être toutes les clés directement, mais plutôt inviter à se poser des questions, ce genre de choses. Samantha. Oui, Laura, est-ce que ça vous arrive de visiter des collèges, des lycées pour parler de votre métier, ou est-ce que sur les salons des livres, vous avez l'occasion d'en parler? Oui, je vais être parfois dans les écoles ou les médiathèques aussi, les bibliothèques, beaucoup pour effectivement présenter mon travail, et plus largement aussi
parler du métier d'auteur et d'autrice avec les enfants ou les jeunes dans les collèges et les lycées. Et alors justement, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent dans les écoles? Ils veulent souvent savoir si on est riche. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. Ils mettent tout de suite les pieds dans le plat, c'est vrai? Peut-on vivre du dessin ou de son œuvre, c'est ça? Ouais, c'est une question qui les intéresse et c'est normal, je pense aussi. D'accord. Et quand vous leur répondez, du coup, ils sont contents ou vous leur répondez franchement ou... Alors, j'ai pas entendu votre question. Vous leur répondez franchement? Oui, je leur réponds franchement. J'aime bien faire le petit camembert qui présente la chaîne du livre, justement, pour leur montrer un peu combien touche chaque personne dans la chaîne du livre, dont moi également. D'accord. Diane, c'est compliqué de vivre du dessin? C'est très compliqué quand on est indépendant, quand on est auteur-illustrateur, effectivement, avec la chaîne du livre, les différents intermédiaires. Le fameux camembert. Oui, le distributeur, l'imprimeur, l'éditeur, ensuite partagé entre l'auteur-illustrateur, tout ce qu'on reverse à l'État par la suite, c'est assez difficile. Mais à mes yeux, quand on est indépendant, on a beaucoup plus de chances d'en vivre parce que vous avez beaucoup moins d'intermédiaires, vous n'avez pas l'éditeur, vous n'avez pas le distributeur si vous le distribuez vous-même. Donc en ayant une bonne stratégie commerciale, en dédicaçant beaucoup, en se faisant connaître à travers des interviews, des salons du livre, on a plus de chances d'en vivre. Et aujourd'hui, avec l'auto-édition, je pense qu'il y a un nombre croissant d'auteurs indépendants qui arrivent à vivre de leur plume. D'accord. Ça veut dire quoi l'auto-édition? L'auto-édition, c'est quand on ne passe pas par une maison d'édition traditionnelle. C'est quand vous faites le choix d'éditer vous-même votre livre. Voilà. Comment vous y prenez alors? Parce que vous écrivez votre histoire, vous l'illustrez. Alors, je procède à la mise en page sur un fichier. Et ensuite, je démarche les imprimeurs pour faire des devis, comparer les prix. Je fais imprimer des livres et je les distribue et vends moi-même. Donc, vous investissez vous-même. Ah oui, c'est votre pari personnel. Tout à fait. Votre investissement personnel, mais c'est possible. Et après, vous présentez dans les salons? Oui, bien sûr. C'est possible de démarcher des points de vente, d'intervenir dans les salons et parfois dans les écoles pour se faire connaître et échanger avec les élèves et leur faire découvrir. Auprès des librairies aussi, pour qu'ils vous distribuent? Alors parfois c'est beaucoup plus compliqué avec les librairies. Quand on est indépendant, l'auto-édition a mauvaise presse. Donc il faut une bonne stratégie. Donc moi ce que j'ai fait, vu que les librairies ne voulaient pas forcément de mes livres, j'ai lancé mon propre site web et les gens ont commencé, j'avais une bonne communauté sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à commander directement sur le site web. Puis avec l'engouement... c'est ça qui est extraordinaire maintenant, c'est que tu peux tout faire par toi-même. Après ça demande du travail, il faut être entrepreneur, parce que là c'est une toute autre casquette, l'édition. Oui, la principale lacune elle est là, c'est que beaucoup d'auteurs auto-édités n'ont pas forcément des notions dans tout ce qui est partie commerciale. Donc il faut bien muscler cette partie-là, avoir une très bonne stratégie et ensuite on peut stratégie, l'envie, détermination, effectivement, peut-être les trois maîtres mots. Laura, l'auto-édition, c'est plus qu'une tendance en ce moment? Oui, je pense que même en jeunesse, c'est vrai que l'auto-édition, ça se développe beaucoup, justement pour les raisons que vous évoquiez en plateau. Ça permet de se passer de certains intermédiaires et peut-être de dégager plus de revenus. Mais effectivement, le pendant à ça, c'est que ça demande de se former sur des métiers qui ne sont pas le cœur de métier de l'auteur-illustrateur, mais qui sont le commerce, la communication, la vente. On va voir un extrait justement de vous, Diane. Je crois que vous intervenez dans une école. Ça donne ça. Qui est très gourmand. Oui. Oui, là, c'est la couverture. Lui, c'est glouton d'or. Voilà, là, je m'entraînais à faire glouton d'or. J'ai dû recommencer 30 fois. 30 fois pour faire cette couverture-là. Laura nous a expliqué son expérience dans les écoles. Pour vous aussi, c'est un passage obligé d'aller partager? Oui, bien sûr. Ouais. Cela permet de rencontrer de potentiels lecteurs, leur partager avec eux notre passion et aussi répondre à leurs questions. C'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue sur leur appréciation en direct sur notre travail. Dans un cadre différent que dans des centres commerciaux ou dans des différentes foires au livre ou salons du livre, j'imagine que le cadre de l'école, c'est différent? Oui, bien sûr, c'est un cadre différent. Lorsqu'on dédicace dans les salons du livre ou dans un Cultura ou un Leclerc, là, c'est purement commercial. Tandis que lorsque vous intervenez dans une école, il y a la dimension pédagogique. Vous allez expliquer comment vous créez le livre, vous allez expliquer comment vous l'éditez, les illustrations, vous allez montrer en... Vous parlez d'argent, Laura vous a dit. Vous allez montrer les croquis, tout ça, et échanger avec eux et les accompagner parfois dans les travaux de création d'une histoire inédite. Laura, il vous parle d'argent, mais pas seulement. Rassurez-moi.
Oui, c'est effectivement pour la boutade, c'est une question qui revient souvent, mais heureusement, c'est pas la seule. C'est vrai qu'ils nous demandent aussi beaucoup d'où nous viennent les idées, comment on écrit un livre, et ils aiment bien aussi apprendre effectivement le nombre de personnes et d'intermédiaires qu'il va y avoir du livre entre la version qu'on a écrite sur le papier ou sur l'ordinateur et le livre fini qui va arriver chez eux. Vous travaillez avec des illustrateurs ou des illustratrices différentes pour chaque projet, ou vous travaillez toujours avec la même personne? Alors moi, c'est des illustratrices différentes à chaque fois. Généralement, elles sont contactées par la maison d'édition qui me propose effectivement pour savoir si ça me va, et on est mis en relation comme ça par l'éditeur, et en général, ça se passe toujours très bien. Elle se base sur mes textes pour faire les illustrations et de couverture et les illustrations intérieures, et ça donne toujours un très chouette résultat de voir comment je trouve l'illustrateur ou l'illustratrice s'approprie ma propre histoire. Samantha. Laura, j'ai une petite question, parce que Diane, j'ai compris que c'était tout de suite, c'est lancé, c'est votre premier métier. Oui, c'est mon premier métier. J'ai fait plein de petits boulots à côté. Mais ça a tout de suite été là. Et Laura, j'ai pas entendu le parcours qui a été là. Est-ce qu'il y a eu un parcours avant d'être autrice? Oui, j'ai fait quelques métiers différents avant d'être autrice. J'ai été un petit peu prof, un petit peu bibliothécaire, j'ai aussi été rédactrice. Et puis là, maintenant, ça fait 2 ans que je ne fais plus que ce métier-là d'autrice. Mais toujours l'écriture, j'ai l'impression. L'écriture, oui, était là en filigrane. Là aussi, j'ai Diane aussi, parce que c'est vrai que chez les jeunes, on voit rarement, c'est dommage, petits, ils dessinent des bandes dessinées. Ouais. Après, ça passe quand on est au lycée, parce qu'il y a trop d'apprentissage. Et ce métier ne vient pas dans leur... parce qu'on leur dit, dessiner, c'est pas un métier, écrire, c'est pas un métier. Ben oui, moi-même, lorsque j'avais rendez-vous au collège ou au lycée avec la conseillère d'orientation et que je disais que je rêvais d'être écrivain, on me disait que c'était pas un métier, que c'était très difficile, c'était quasiment impossible d'en vivre. Donc je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus... Ça rejoint la question justement qu'on posait en classe à Laura sur est-ce qu'on peut vivre de ses dessins, est-ce que l'on peut vivre de ses écrits? L'équation est assez compliquée. Oui, elle est assez compliquée, mais comme j'expliquais tout à l'heure, si vous avez une bonne maison d'édition, si vous avez de bonnes ventes, vous pouvez augmenter vos chances d'en vivre. Et si vous êtes indépendant, à mes yeux, c'est beaucoup plus probable. L'info en plus, Irina. On a évoqué un instant justement ces salons, le salon du livre et de la presse jeunesse. Effectivement, le salon du livre et de la presse jeunesse réunit chaque année le grand public, mais aussi les professionnels du livre et de la presse jeunesse. La 38e édition se déroule du 30 novembre au 5 décembre 2022 à l'espace Paris-Est Montreuil. Alors, ce salon permet d'encourager les enfants et les adolescents à explorer la littérature dans toutes ses dimensions, de découvrir le plaisir de lire et de développer l'imaginaire. Alors, le thème de cette année est Désir de monde. Il y aura donc des rencontres, des lectures et des débats autour de la littérature jeunesse. Et plus de 400 éditeurs seront présents. Vous pourrez également profiter des dédicaces de vos auteurs et de vos autrices préférées. Diane, tu conseillerais à de jeunes illustrateurs, illustratrices de se spécialiser dans un style plutôt qu'un autre, ou plutôt de jouer au touche-à-tout pour être assez polyvalent? De jouer au touche-à-tout, et au final, avec les ans, ils finiront par trouver leur propre style, trouver leur propre voie et choisir le domaine qui les convient le plus. Aussi bien pour le dessin que pour l'écriture? Oui. Laura, même question. Comment on se forge son propre style? Même conseil. Moi, je sais que j'ai commencé beaucoup par écrire des textes courts, des nouvelles, un peu dans tous les genres et dans tous les styles, justement pour tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je crois qu'il n'y a que comme ça, en lisant beaucoup et en écrivant beaucoup, qu'on arrive à savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on sait moins faire. Question de Samantha. Moi, j'aimerais savoir à tous les deux, qu'est-ce qui fait que les mangas ont un tel succès? Puisque c'est quand on grandit, on le voit chez les collégiens, lycéens, c'est manga. Donc c'est de l'illustration, ce sont des histoires. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Réponse de Laura. Je pense que c'est peut-être aussi effectivement le fait que tout va très vite. Il y a dans un seul manga, il se passe énormément de choses. Ça va très vite. C'est un univers graphique aussi qui est très riche, qui est très fort. Après, de là à l'expliquer plus globalement, je ne saurais pas trop vous dire, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit bout de temps que le manga s'est bien installé, parce que même à mon époque,
pas si lointaine, mais un petit peu plus lointaine quand même. J'étais déjà aussi. Et je vois quand des jeunes prennent des cours de dessin, ils prennent souvent des cours de dessin de manga. C'est vrai. Et on a vu avec le Pass Culture, on a fait plusieurs émissions, et on a vu la propension qui est utilisée pour acheter des mangas. Alors, pas seulement, mais c'est quand même un J'essaie de carton. demander aux auteurs ce qu'ils en pensent de leur point de vue, quel est cet attrait. Alors, il faut savoir que la France est le deuxième pays du manga après le Japon. Ouais. Je pense que ça, c'est lié surtout au Club Dorothée dans les années à la fin Je vous des années confirme. 80, 90. C'était Dorothée et Jackie. Voilà, il y avait Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque. Donc le terreau du manga était déjà là. Et puis par la suite, dans les années 2000, 2010, il y a eu la nouvelle vague du manga après la fin de Dragon Ball. Les Naruto, Bleach, One Piece. Une très bonne dynamique. Le manga, il s'est un peu démocratisé. En termes de vente, ça a explosé. Et il y a une très belle offre. Et je pense que beaucoup de jeunes s'identifient au manga parce que les héros des mangas, Naruto, comme Luffy dans One Piece, sont des jeunes auxquels on peut facilement s'identifier, des jeunes qui ont leurs forces, leurs faiblesses aussi, qui doutent, comme tous les jeunes de leur âge, et qui ont une bande de copains, qui ont des valeurs, qui ont des rêves, qui vont au bout de ces rêves-là. Et je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui l'engouement pour le manga en France. Donc nous, en France, on va dire, nos auteurs, illustrateurs sont plus sur l'enfance, la plus petite enfance, c'est ça. Et après, on va perdre un petit peu, quand ils grandissent, on les perd au profit des mangas. Oui, mais pour moi, c'est pas très grave parce que moi-même, j'étais fan du manga. Ado, je réalisais des petits croquis de manga. Bon, ils n'étaient pas très très beaux, mais je pense qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément une mauvaise chose que les jeunes s'orientent par la suite vers le manga. Ils peuvent y revenir justement vers. Oui, bien sûr. Être et auteur surtout, de jeunesse. Être mangaka, c'est un métier comme un autre. C'est un métier qui est respecté, qui est presque sacré au Japon. Oui. Et en France, on a toute une génération de jeunes auteurs de manga et des mangakas qui sont en train d'arriver. Et certains ont même réussi à s'imposer en France et commencent même à s'exporter au Japon. Alors, quelle est la part du numérique dans le métier d'auteur-illustrateur ? Est-ce que tu travailles justement avec cet outil numérique ou tu es plutôt traditionnel ? Alors moi, pas du tout. Je suis plutôt traditionnel. J'écris dans mon petit carnet, je griffonne dans mon petit carnet et j'illustre sur une simple feuille. Voilà, je ne suis pas très attiré par tout ce qui est numérique. J'ai toujours eu à cœur de transmettre plus tard à mes enfants mes premiers croquis, mes premiers dessins et mes illustres. Et ton amour des immeubles, j'ai cru comprendre aussi. Ah oui, je suis passionné d'archi haussmannienne. J'ai entendu. Donc, si tu te balades avec lui dans Paris, tu peux lui parler, il t'écoute pas. Il fait des croquis sur les bâtiments. Vous êtes bien renseigné sur moi. J'ai vu quelques petits portraits. Effectivement. Laura, on a parlé effectivement de votre processus créatif, vous aussi. Vous êtes plutôt traditionnel, pas trop en mode numérique ? Je passe par le papier en général pour jeter les premières idées, mais après je fais tout sur ordinateur, essentiellement parce que écrire sur ordinateur ça va plus vite. Et parfois je repasse sur papier quand j'ai un petit blocage, je sais pas plus trop où je dois aller ou qu'il y a un petit chapitre qui me résiste. Est-ce qu'on peut déjà parler de votre prochaine production, votre prochain bébé ? Oui, alors il y en a un qui est sorti justement la semaine dernière, c'est le dernier tome des Aventures au refuge qui s'appelle Lou, qui est un tome spécial Noël, donc idéal pour la période. Eh ben merci de l'avoir précisé, comme ça on va pouvoir aller l'acheter. Je crois que c'est déjà le temps de faire les emplettes, les petits cadeaux. C'est pas vous qui allez me contredire, cher ami. Chef, votre actu ? Mon actu, eh bien, je suis en train de finaliser les 3 prochains albums de la collection Les Fleurs à Fées qui devraient paraître en décembre. Et puis, je suis en train de finaliser aussi mon roman autobiographique sur mon parcours, mon arrivée en France. Ça, c'est pas pour les enfants. Non, là, ça sera plus tout public et je le lancerai l'année prochaine. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir partagé encore une fois votre magnifique métier, vos passions. Laura P. Sikorski, qui est autrice, administratrice de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, et HF Diané, auteur et illustrateur jeunesse, je rappelle, les Fleurs à Fées. Et vous êtes autodidacte. Un grand merci à Samantha et à Irina. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV, le MAG. Excellente journée.